Bien, figurez-vous, je vais vous parler des associés quand ça se passe pas bien. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons comme chaque vendredi matin à 10h30 vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Ça arrive ça? Mais écoute, c'est pas comme si au cours des 25 dernières années, on en avait rencontré plein, des gens qui te disent au bout de quelques minutes, je vais tous les tuer. Alors tu te dis, ben, c'est pas très raisonnable, de qui parlez-vous? Mes associés. Alors mon associé, mes associés, plongeons un petit peu, non pas dans le fait que un associé c'est un petit peu comme un ami, hein. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Et donc, quand on ne se supporte plus, eh bien, on est dans une situation particulière. Alors d'abord, souvenez-vous qu'il existe cette notion de droit qui est moins tranchée qu'on ne le croit, qu'on appelle l'affectio societatis. Et donc, l'affectio societatis, c'est la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. Et cette affectio societatis constitue un élément caractéristique du contrat de société. Voilà, on va reparler un tout petit peu d'une notion de contrat, et puis on va ensuite dévier vers ce que vous connaissez quand vous avez des associés et que vous êtes dans un projet commun. Alors pourquoi est-ce qu'on s'associe? À vrai dire, on s'associe en général par manque de confiance en soi. Je ne me sens pas capable de faire tout seul avec des collaborateurs. Ça serait quand même mieux si on était deux à porter la charge, la responsabilité de l'entreprise. On s'associe pour compléter son expertise. Écoute, moi, il me faut un commercial, moi, il me faut un CTO, j'ai pas eu le choix, c'est l'inventeur de la solution. Euh, bah, Son expertise, l'expertise d'une autre personne, d'une deuxième personne, fait qu'on associe au capital. On le fait aussi parfois pour disposer de plus de ressources financières. Alors oui, lui, finalement, il amène un peu de sous, ça va vraiment nous aider, etc., etc. On le fait parfois, c'est plus rare, pour accéder à des cercles assez fermés, notamment dans le domaine de la médecine, des armées, du nucléaire ou du spatial, qui sont des tout petits secteurs et dans lesquels vous avez besoin en général d'être introduit. Vous ne pouvez pas facilement arriver de l'extérieur. Et donc, on a rencontré de temps en temps des gens qui avaient recruté et associé un collaborateur parce qu'il avait accès à ce cercle un petit peu fermé, un petit peu particulier. Et parfois, on le fait par devoir. Et vous trouvez de temps en temps des entrepreneurs qui sont associés avec leurs conjoints ou associés avec leur famille. Et donc, euh, on voit bien qu'il y a de multiples raisons de vouloir s'associer quand on est un entrepreneur. Pourtant, nous, chez Metsion, on pense que c'est une erreur. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué d'être associé? Alors la première raison, c'est qu'on partage le gâteau et la gouvernance avant de vivre le projet. On va se mettre d'accord au démarrage. Tu auras un tiers du capital, moi aussi, il y aura un troisième, on sera à 3 fois un tiers, ou à 2 fois 50, ou à 4 fois 25, et on a rencontré un jour une entreprise qui s'était mise à 6 à part égale. Alors ça n'arrive pas souvent, mais c'est le, le bonheur de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, c'est que de temps en temps, on trouve des cas un peu rares. Ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que personne ne peut dire si un associé à qui on a donné des droits de vote et un accès à la création de valeur va réellement produire ce qu'on attend de lui. On peut même dire que c'est rarement le cas. Deuxième raison pour laquelle c'est compliqué d'être associé, on va passer 10 heures par jour ensemble.
et on va vite découvrir les défauts de l'autre, et d'ailleurs réciproquement, hein, l'autre va aussi découvrir vos défauts, qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on va s'associer avec quelqu'un dont on pense qu'il a les valeurs morales, intellectuelles et le goût du travail, et on va découvrir que ce n'est peut-être pas le cas. Et puis, pourquoi c'est compliqué d'être associé? Parce que en cas de mésentente, la vie devient très compliquée pour l'entrepreneur, mais aussi pour les collaborateurs. Et donc, être dans une situation d'association qui se dégrade, c'est ralentir le projet entrepreneurial. C'est finalement être incapable de décider parce que la gouvernance n'est pas claire. C'est ne pas être capable de faire des choix ou de saisir des opportunités, alors qu'au fond de soi, l'entrepreneur pense que c'est la bonne chose à faire, mais qu'il n'arrive pas à en convaincre ses associés. Dernière chose, si on a deux entrepreneurs dans la même structure, la gouvernance devient parfois impossible. C'est comme, pour prendre une image, un bateau avec deux barreurs. Tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir deux skippers sur un bateau. C'est le meilleur moyen de casser le mât, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des équipiers à la baille, c'est le meilleur moyen de rentrer dans des zones de danger qu'on peut éviter quand il y a un seul capitaine, un seul skipper à bord. Ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous preniez que des bonnes décisions. Jeff Bezos a dit récemment quelque chose d'assez extraordinaire. Il a dit, moi, chez Amazon, tous les jours, je fais des erreurs. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas dit, mais je prends quand même des bonnes décisions, mais sur l'ensemble de ce que je fais, vous voyez bien que je suis quand même quelqu'un de formidable. Pas du tout. Il s'est arrêté là. Moi, chez Amazon, tous les jours, je fais des erreurs. Eh bien, c'est quasiment impossible d'être deux ou trois à faire des erreurs simultanément. Déjà, un entrepreneur à la tête d'une entreprise, c'est pas simple, mais deux ou trois, on peut se dire que c'est un facteur de complexité beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on discute avec des associés qui sont furieux parce que ils trouvent que voilà, l'entrepreneur est furieux parce que son associé, eh bien, son associé ne travaille plus, par exemple. Ça m'est arrivé récemment. L'associé est démotivé. Il a d'autres centres d'intérêt, sa famille, ses autres business, parfois la vie publique. Et parfois, il est en dépression, en burn-out, voire même, ça nous est arrivé de croiser des gens qui avaient sombré dans l'alcoolisme. Imaginez, quand vous êtes associé avec quelqu'un qui a une part significative du capital et des droits de vote, et que vous êtes complètement paralysé parce qu'il ne travaille plus. Il peut y avoir un second motif de désaccord, c'est celui du désaccord sur la stratégie. On rencontre parfois des entrepreneurs qui disent « moi, je vais continuer à investir dans cette solution qui ne se vend pas encore ». Et un de ses associés qui dit « non, écoute, il faut qu'on pivote, on n'a plus de cash, il faut qu'on s'occupe d'aller chercher du cash à court terme ». Et ça, c'est des décisions compliquées parce que, bien entendu, il n'y a pas une bonne réponse. On le saura à la fin. Est-ce qu'il fallait pivoter ou est-ce qu'il fallait rester sur la zone de pêche? Bien malin celui qui peut dire par avance quelle est la meilleure décision. Mais voilà un sujet de désaccord de bonne foi entre associés. Par exemple, on croise encore des entrepreneurs qui, avec leurs associés, ont des débats compliqués entre se développer, donc investir dans le développement de l'entreprise, ou générer du cash pour l'actionnaire. Eh bien, à ce moment, on se dit que le contrat d'association demande à être revu. Parce que l'objectif de chacun n'est plus le même. Et donc, est-ce qu'on peut rester associé?
lorsqu'on a un désaccord profond sur la stratégie. Autre sujet, parfois votre associé va devenir toxique. Alors toxique vis-à-vis des clients, des collaborateurs, ou plus largement dans son rapport avec les autres. Les entrepreneurs sont des êtres humains, ils ont des défauts, ils ont beaucoup de pression, et parfois ils craquent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un associé, par exemple, je vous donne un exemple, qui fait la fête tous les soirs avec les plus jeunes membres de l'entreprise, et donc qui arrive déchiré le lendemain matin au bureau. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé hier soir? Et donc, il y a 2, 3, 4, 5 jeunes collaborateurs qui ont fait la fête avec lui, ils sont déchirés aussi d'ailleurs. Et vous, vous arrivez au bureau et vous les trouvez à moitié endormis sur leur bureau. Voilà. Donc, ces comportements, lorsqu'ils sont épisodiques, pas forcément graves, mais lorsqu'ils deviennent répétés, par exemple, vous avez une situation avec votre associé qui va devenir compliquée. En conclusion, il ne faut pas se voiler la face. Si on ne supporte plus son associé, il va falloir remédier au problème. Parce que ça ne va pas s'arranger. Et donc, il va falloir prendre le taureau par les cornes et trouver une solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être prudent, parce qu'il y a un risque fort de déstabilisation de toute l'entreprise quand les associés sont en conflit. Toute proportion gardée, c'est papa et maman qui s'engueulent et les enfants qui sont terrifiés. Eh bien, pour les collaborateurs, de voir deux associés qui sont en conflit permanent, ben, je vais vous dire, les meilleurs collaborateurs vont partir. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs. À minima, ils vont se désengager. Et donc, clarifier le fait que seul l'entrepreneur est le patron de la boîte, le dirigeant, celui qui prend les décisions ultimes, ça va remettre tout le monde dans une possibilité de fonctionner ensemble. Mais il faut être prudent, parce que lorsque vous allez commencer à discuter avec votre associé, il sera probablement dans le déni. Je vous donne un conseil. Il ne faut pas le faire pour soi. Il ne faut pas que l'entrepreneur se dise « je veux récupérer les 35% du capital que j'ai pas, je veux être le seul à gouverner parce que ce n'est pas efficace ce qu'on a aujourd'hui, je veux pouvoir prendre des décisions qui ne sont plus prises depuis des années. » Ça, c'est un motif honorable, mais qui va biaiser la négociation, biaiser la discussion. Et donc, mon conseil, c'est, si vous devez vous séparer de votre associé que vous ne supportez plus, envisagez que vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour l'entreprise, vous le faites pour le projet, vous le faites pour les collaborateurs, tous les stakeholders, les clients, les fournisseurs, tous les gens qui sont autour de vous et qui comptent sur le fait que votre entreprise va continuer à prospérer parce qu'eux-mêmes, en retour, ont finalement un intérêt à ce que vous soyez prospère. Et mon dernier conseil, parce que ce sont des sujets d'une grande difficulté juridique, fiscale, émotionnelle, prenez le temps de vous préparer et prenez conseil. Ne partez pas au clash avec votre associé sans être méthodique, sans être serein, sans avoir fait la paix avec la relation qui va se dégrader. Et donc, nous, on a cette expérience depuis plusieurs décennies d'avoir accompagné des entrepreneurs qui se séparaient de leurs associés. Il y a toujours beaucoup d'émotions, il y a toujours beaucoup de stress. Néanmoins, on peut diminuer ces aspects-là en utilisant la négociation raisonnée, bien sûr, en se mettant à la place de l'autre, bien sûr, et en cherchant une voie de sortie honorable pour tout le monde. Ça vous arrivera, c'est sûr. Ça arrivera à d'autres autour de vous, bien entendu. Et donc, n'hésitez pas, c'est normal d'être dans ce genre de situation lorsqu'on a fait l'erreur de s'associer
au démarrage. Merci Patrick. C'est un gros sujet. C'est un beau sujet, récurrent. Un gros sujet récurrent et constant. Allez, je vous raconte l'histoire des 4 gars à 25%. Petit SS2I en région parisienne, je ne vous dirai pas où. 4 fois 25. Alors, pourquoi 4 fois 25 ? Il y avait l'entrepreneur. Il avait voulu s'entourer. Alors, il avait convaincu un commercial d'IBM de le rejoindre. Et donc, pour l'intéresser, il lui avait donné 25% du capital, plus son salaire, bien sûr. Il y avait le directeur technique. Parce que sans directeur technique, une SS2I, c'est compliqué. Bon, voilà, on a besoin de lui. On va l'intéresser, c'est un homme clé. Hop, 25%. Et puis, il y avait un gars qui passait par là. Mais littéralement, il passait par là. Oui, c'est le beau-frère de l'ex-femme de mon voisin. Et pourquoi vous l'avez associé à 25%? Eh bien, parce qu'il avait un peu de sous. OK. 15 ans plus tard, vous êtes assis? Le commercial d'IBM, il n'était pas venu, mais il avait encore ses 25% du capital. Le directeur technique, il partait à la retraite, je reviens vers lui dans un instant. Le troisième, il n'en entendait plus parler, mais le gars était bien content de prendre ses dividendes chaque année. D'accord? Et donc, il restait un entrepreneur et son directeur technique qui partait à la retraite et qui vient le voir dans son bureau et qui lui dit, tu sais, il faudrait qu'on vende la boîte parce que moi, je vais m'installer dans le sud, il me faut un peu d'argent et je pense qu'au lieu de vendre des 25%, ça serait mieux qu'on vende 100%. Au moment où on le rencontre, le type me regarde dans les yeux, un calme, un gentil, hein, il me dit, je vais tous les tuer. Et je lui ai dit, mais non, l'erreur, elle était il y a 15 ans. Non, ce n'est pas bien de tuer. L'erreur, c'était de ne pas avoir fait évoluer le capital. Quand le gars d'IBM n'est pas venu, pourquoi vous lui avez laissé vos actions? Quand vous avez eu un peu d'argent, parce que la boîte marchait bien en plus, pourquoi vous n'avez pas racheté celui qui avait mis juste un peu de sous? D'accord? Donc, pourquoi tu t'es pas retrouvé déjà avec ton directeur technique seul au capital, et toi majoritaire évidemment, parce que c'est toi qui tires la charrue? Et il me dit, personne ne m'a jamais dit ça. Ni mon expert comptable, ni mon avocat, ni mes copains chefs d'entreprise. Voilà. Il y a une légende dans le monde de l'entrepreneuriat qu'il faut s'associer pour faire des choses. Nous, on pense que ce n'est pas tout à fait vrai. On pense en revanche qu'il faut partager la valeur, parce qu'on ne fait rien seul, et que si vous voulez avoir une équipe de gens de valeur à vos côtés qui vous aident dans le projet, il faut partager la création de valeur avec eux, bien sûr. Mais sur la gouvernance, de notre point de vue, seul l'entrepreneur mérite de prendre la décision ultime. Et même s'il fait des erreurs. Voilà les amis. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Eh non. C'est tellement vrai. Bah oui, moi j'avais travaillé pour un groupe où une société, 5 mecs d'IBM, ils se sont associés, ils se sont mis à faire du broc d'ordinateurs. Et puis au bout d'un moment, 5, ça marche pas, hein, c'est pas un bon chiffre. Donc il y en a un qui s'est barré sur une base de valo de 80 millions. Donc il a pris un joli chèque. Moi je suis arrivé dans ce groupe, ils étaient plus que 4. La valo était plus que de 20 millions. Et à 4, en fait, c'est toujours le plus grand dénominateur commun systématiquement. Comme moi, je l'ai vécu à 2, hein, Patrick, sans parler du cas dans lequel je suis actuel. C'est-à-dire qu'on n'ose pas bousculer ses associés, on n'ose pas forcément se battre, puisque celui qui osait se battre, il s'est barré, hein, pour faire simple, dans les 5. Et donc, le plus grand dénominateur commun a mis ce groupe sur une pente, douce, mais une pente. Voilà. Et donc, le groupe a gentiment mais sûrement glissé vers la fin de son histoire.
Parce que dès lors que vous recrutez quelqu'un, dès lors que vous avez une idée d'avancée, etc., vous faites dans la demi-mesure. Les défauts de gouvernance, oui. C'est ça. Et pour l'avoir vécu dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, d'un côté, je ne regrette pas mon association sur le partage de valeurs, mais ça fait des années que je suis dans la demi-mesure, et cette demi-mesure, finalement, nous a amené à pas décoller. Je vais dire comme ça, autant être clair. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on voit un projet, on construit un projet, mais on ne veut pas trop bousculer son associé, et de fait, on ne va pas jusqu'au bout de ses idées, de ses affirmations. Et puis franchement, ça nous arrange, puisque comme ça, on ne va pas jusqu'au bout du plantage potentiel si on affirme ses idées, si on va jusqu'au bout de ses envies. C'est très psychanalytique comme vision et comme chose. Ça engage. Et puis c'est rassurant d'être à plusieurs, bien sûr. Et bien voilà. Et donc, il n'y a pas dans notre esprit de jugement de valeur. Nous, on constate. Je vais faire une remarque là-dessus, si vous permettez. Et je vais revenir à l'origine de ma rencontre avec Melcion, donc avec M. Chassagne, ici présent. La première année, on n'a rien fait, parce que ce qui est très brutalisant, finalement, c'est d'avoir un type qui vous dit vous me payez ce que vous voulez. Et c'est brutal. Donc, moi, je suis auvergnat, donc j'ai dû filer un Saint-Nectaire et puis on n'en parle plus. D'ailleurs, à ce propos, les abonnements sont ouverts. Et c'est brutal. Mais in fine, c'est important. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous payez, vous trouvez quelqu'un qui sera votre Teddy DR, pour reprendre le film, c'est-à-dire si vous êtes seul à diriger une boîte, vous avez besoin d'un Teddy, donc d'un doudou à qui parler. Donc finalement, le conseil de l'entrepreneur, c'est le doudou à qui on parle. Mais payer un doudou, c'est ce qu'on fait avec un psy, mais au bout d'un moment, c'est pas l'idéal. Alors que finalement, cette démarche qui consiste à dire vous me donnez que ce que vous voulez, à la sortie, ça établit une relation totalement différente. Et donc, on se retrouve avec un vrai doudou. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, Patrick a la tête d'un teddy bear. Donc, en plus, il a la tête de l'emploi. Voilà. C'est une petite remarque que je voulais faire au passage. C'est très juste. C'est très juste. Mais moi, je vois à quel point Patrick ressemble à un teddy bear. Toi aussi, tu vois ça. Mais c'est important ce que je dis là, si vous allez vers... parce que je connais d'autres entrepreneurs qui ne vont pas vouloir prendre de conseiller en restant tout seul, c'est leur problème, parce que la chute va être beaucoup plus... c'est comme les parachutes, c'est l'intelligence, à un moment donné, on s'écrase. Donc, voilà. On a d'autres qui prennent des conseillers, puis jusqu'au jour où ils sont tellement énervés, ils s'énervent après leur conseiller, ils changent de conseiller. Je pense que la démarche qu'emploie Melcion fait qu'on ne va pas se fâcher. Voilà. On peut, à un moment donné, peut-être un jour diverger, mais j'y crois pas. C'est une démarche beaucoup plus saine. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je peux faire comme retour d'expérience après ces petites années passées à travailler avec Patrick.